Merci, monsieur le chargé d'affaires, et bonsoir à tous et à toutes. Je suis réellement très heureux d'être ici avec vous cet après-midi ou ce soir. Et comme vient de le dire le chargé d'affaires, j'ai commencé depuis dimanche cette tournée européenne. J'aimerais tout d'abord vous expliquer un petit peu mon origine. Comme vous, je suis un membre de la diaspora. J'ai vécu pendant 26 ans en République dominicaine avant d'avoir été appelé à diriger le ministère à Port-au-Prince. Je suis un prêtre de formation de l'église anglicane. D'ailleurs, je viens d'une famille sacerdotale, si vous acceptez le mot. Et mon grand-père était prêtre, mon père et mon oncle étaient prêtres. Et je suis de la 3e génération de la famille où il y a un prêtre. Et je partage ce sacerdoce avec ma cousine Germaine Maud Paraison, qui est la première femme haïtienne ordonnée à la prêtrise au sud de la Floride, à Miami. Elle travaille au diocèse de Miami. Donc, dans mon cas, après mes études théologiques en République dominicaine, j'ai passé, alors, après l'ordination à la prêtrise, j'ai passé aussi quelques années dans la représentation diplomatique et consulaire d'Haïti en République dominicaine. Donc j'ai commencé une petite carrière diplomatique et consulaire en qualité de consul à Barahona, dans la zone du sud de la République dominicaine, jusqu'en 2004, où il a été mis fin à ma mission et au poste de consul général. J'ai été ensuite appelé par le gouvernement de transition entre 2004 et 2006 au comité de pilotage le comité de dialogue, le comité de pilotage pour le dialogue national, j'ai oublié le nom de cet organisme qui a été créé par le gouvernement de transition pour représenter la diaspora, pour représenter la région de l'Amérique latine et des Caraïbes à ce comité. Donc, je suis extrêmement lié, je me considère comme un membre actif de la diaspora, appelé de façon temporaire à occuper ce poste. Donc, c'est l'un des vôtres. Je suis ici pour vous dire que nous formons une équipe et que la diaspora, maintenant, est à la tête du ministère. Et c'est pour cela que nous voulons changer le mode de fonctionnement. Et c'est pour cela que nous voulons renforcer nos rapports institutionnels entre le ministère et les associations régionales, les associations communautaires qui se trouvent un petit peu partout en diaspora. Donc, pour ce faire, il fallait la présence physique du ministre. On demandait partout dans certaines communautés que ça fait longtemps qu'on n'avait pas reçu la visite d'un ministre de la diaspora. Donc, malgré les moyens très limités sur le plan financier dont nous disposons, comme vous pouvez le savoir, notre ministère, je souligne très fortement ce mot, notre ministère est le ministère qui reçoit moins de fonds du Trésor public et qui, pendant les 16 années d'existence, fonctionne avec de fortes limitations. C'est l'une des raisons pour lesquelles, malgré tous les efforts personnels, et je suis conscient et je peux le dire, malgré tous les efforts personnels déployés par les ministres qui m'ont précédé, la performance du ministère n'a pas toujours été à ses meilleurs niveaux. Et ceci est à cause, en grande partie, de ces limitations financières. Au lendemain du 12 janvier, on a eu en Haïti une réponse massive et extrêmement généreuse de la part de la diaspora. J'insiste sur cette participation de la diaspora en disant
que nous ne comptons pas dans la diaspora. Nous n'avons pas dans la diaspora les grands moyens logistiques avec lesquels comptent des organismes internationaux. Vous savez que lorsque le département d'État, lorsque le Quai d'Orsay, ou lorsque les Nations Unies vont à l'aide dans un pays en détresse, ils comptent avec leurs propres moyens de transport. Ils ont leur propre avion, leur propre porte-avions. Dans le cas de la diaspora, qui a répondu présent le lendemain même avec nos amis de la République dominicaine, on recevait déjà le 13 des médecins de la République dominicaine, des infirmières de la République dominicaine. Et dès le 14, on avait commencé à recevoir des amis de la diaspora des États-Unis. Et ensuite, des missions humanitaires provenant de l'Europe sont arrivées aussi en Haïti. Et je souligne très fortement que les premiers fonds arrivés en Haïti au lendemain du séisme, ce sont les fonds de la diaspora via les maisons de transfert. Vous savez, il y a eu toute une solidarité internationale autour de cette situation catastrophique que nous vivons au pays. Cependant, les appels qui ont été faits pour obtenir des fonds pour aider Haïti, mais ça a pris du temps pour les déboursements qui se sont faits à partir de certains organismes multilatéraux. Dans le cas de la diaspora, 5 ou 6 jours après, vous le savez, les banques commerciales étaient fermées, étaient inhabilitées, étaient handicapées. Et malgré ces problèmes graves sur le plan informatique, le système qui lie les banques en Haïti et qui a empêché justement que les banques aient pu ouvrir leurs portes rapidement, eh bien, les fonds de la diaspora arrivaient via les maisons de transfert. Donc, on vient de souligner rapidement 2 champs dans lesquels la participation de la diaspora dans la reconstruction d'Haïti est incontournable. En termes de ressources humaines, ils étaient présents, ou nous étions présents à travers de ces cadres professionnels et même des travailleurs sociaux, des prêtres, des religieuses et des gens même de la classe ouvrière qui participaient en Haïti en qualité de volontaires comme secouristes pour aider notre peuple dans cette situation aussi dramatique. Et en termes de ressources financières, avec les fonds de la diaspora qui sont arrivés en Haïti au lendemain du tremblement de terre. Donc, au ministère, nous nous sommes sentis un peu débordés, et je le dis de façon positive, par les demandes d'encadrement des missions humanitaires de la diaspora. On recevait des appels, moi-même j'ai dû intervenir le mercredi après le tremblement de terre, j'ai dû intervenir à Radio Signal FM, c'était la seule station qui fonctionnait, donc où j'ai passé mon téléphone cellulaire, et parce que les téléphones fixes ne fonctionnaient pas, et même là encore, même pour les cellulaires, on avait de sérieux problèmes au niveau de la communication téléphonique mobile en Haïti. Donc, j'ai passé les numéros dont on disposait au MAV pour maintenir le contact avec la diaspora, et ça a été justement un débordement, et on a commencé à recevoir des appels et on a commencé à recevoir des missions humanitaires sans les moyens logistiques, sans les moyens institutionnels pour répondre à toutes les demandes d'encadrement de ces missions humanitaires. Mais c'est quand même positif. Même avec ces faiblesses institutionnelles qui ont été enregistrées pour encadrer ces missions, je dois dire que pour nous autres MAV, nous nous sommes rendus compte non seulement de l'engouement de la diaspora pour aider Haïti, mais aussi de la nécessité de restructurer notre ministère.
Ça, je vous le dis parce que vous savez qu'il y a eu une gestion un peu politique de la question du tremblement de terre. Et lorsque j'ai écouté certains parlementaires faire des critiques sur le ministère, faire des critiques en disant tout carrément, bon, cette boîte-là, ça ne tient à rien, il faut la fermer, ou bien il faut fusionner le ministère avec le ministère des Affaires étrangères. Ce que nous autres nous disons au MAV, c'est que nous avons lutté pour que nous ayons cette porte d'entrée en Haïti. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger est notre porte d'entrée officielle en Haïti pour toutes les actions que nous voulons mener en Haïti. Alors, malheureusement, et pour ce que j'avais expliqué au commencement de mon intervention, particulièrement pour ces grandes limitations financières et économiques que nous avons au ministère, le ministère reste toujours un organe peu connu, même en diaspora. Et cette expérience, je l'ai vécue en République dominicaine, je l'ai vécue aux États-Unis, où j'ai fait une première tournée en Amérique du Nord. Je posais des questions aux participants des différentes rencontres que nous avons tenues en Amérique du Nord, et sur le MAV, sur le ministère, et les gens, le grand public, ne connaît pas, ne connaît pas l'existence du MAV ou ne comprend pas trop bien notre mission, nos attributions, ce que nous faisons. Donc il y a tout un travail à faire de diffusion de l'information autour de ce ministère, mais je vous le dis, et je le dis en Haïti à chaque fois que j'ai l'opportunité de le faire dans les médias, que notre ministère, le MAV, s'est constitué avec, malheureusement, avec cette catastrophe en Haïti, en un ministère vital, vital pour la grande mobilisation à faire de ces ressources humaines et ces ressources financières que nous avons en diaspora. Nous disons que de la diaspora, nous recevons 2 milliards de dollars l'an, et c'est vrai. D'ailleurs, et nous avons imposé le chiffre de 2 milliards. La Banque interaméricaine de développement a produit un rapport sur les transferts d'argent en Haïti, et selon ces résultats, ils affirment que les transferts oscillent entre 1,6 et 1,8 milliards de dollars. Cependant, lorsque nous avons analysé le rapport de la BID, on a vu que la BID n'incluait pas, par exemple, l'argent qui passe par des tierces personnes. Les sources d'information de la BID, c'est le circuit formel. Les sources d'information, c'est le département du Trésor des États-Unis. C'est la Banque centrale en Haïti, la BRH, où ce sont les maisons de transfert formellement établies. Mais dans les Antilles particulièrement, on a ce qu'on appelle les facteurs. Les facteurs, ce sont des gens connus et qui jouissent de la confiance de nos compatriotes qui se trouvent dans les Antilles et qui reçoivent de l'argent de ces gens, et en République dominicaine, à la Guyane, en Martinique ou à la Guadeloupe. Et il s'agit de personnes sans papier et qui n'ont aucun document pour se rendre à une agence de transfert ou à une banque pour faire un versement, pour faire un transfert d'argent. Donc, ils utilisent les facteurs. Et en plus de ça, vous avez l'habitude de voyager, et quelqu'un vous dit, bon, remettez ces 200 $ ou bien ces 200 € à mon cousin ou à mon oncle. Donc, lorsque nous calculons et nous faisons une estimation de cet argent qui arrive en Haïti et par les voies informelles, donc nous disons que les transferts sont autour de 2 milliards de dollars. Mais ces 2 milliards de dollars, chers amis et chers compatriotes, proviennent en grande partie de la classe ouvrière haïtienne. Et d'ailleurs pour qui nous devons réellement nous devons saluer leur engagement
leur engagement pour le pays, bon, malgré que cet argent ou bien ces fonds vont directement à des parents, mais vont à des parents pour payer le loyer, pour payer l'école de nos enfants en Haïti. Et l'important pour nous, MAV, c'est de pouvoir toucher maintenant la classe entrepreneuriale haïtienne qui se trouve en diaspora. Nous nous sommes rendus compte que le ministère et Haïti, et en tant que pays, en tant que gouvernement, n'a pas encore déployé de sérieux efforts pour atteindre la classe entrepreneuriale haïtienne en diaspora. Et nous avons une classe entrepreneuriale active. Il n'y a pas trop longtemps, je participais à une rencontre de propriétaires d'hôtels noirs américains, propriétaires d'hôtels aux États-Unis. Et j'ai été surpris de rencontrer à cette conférence une dizaine d'Haïtiens américains qui sont propriétaires d'hôtels, qui ont d'investissements importants dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans les Caraïbes, en République dominicaine en particulier. Il y a de l'argent, il y a des capitaux haïtiens en République dominicaine, dans le tourisme, comme vous le savez, qui est l'une des branches économiques les plus importantes pour l'économie dominicaine. Donc, il nous faut assurer pour la reconstruction d'Haïti cette vaste mobilisation de nos ressources humaines. Et là, nous parlons d'inciter nos cadres professionnels qui se trouvent en diaspora à retourner en Haïti, même de façon temporaire. Et ceci peut se faire à travers de programmes de transfert de compétences ou à travers de rapatriement de cadres via des organismes internationaux comme le PNUD ou même comme la BID. La BID disposait il y a quelques années d'un fonds de 15 millions de dollars pour faciliter le retour de certains cadres qui voulaient le faire. Et on ne sait pas exactement pour quelle raison ce projet n'a pas obtenu l'approbation de la Chambre des députés en Haïti. De toute façon, on va prendre leur travail. Oui, et il y a cette préoccupation et je suis d'accord. Il y a cette préoccupation et je suis d'accord. Mais la réponse directe qu'il faut donner à cet argument, c'est qu'effectivement, la diaspora, et je vais vous donner certains chiffres, je ne sais pas si je l'ai déjà fait, mais la BID avait fait une étude et avait déterminé que 83% des professionnels haïtiens ont émigré, donc se retrouvent en diaspora, 83%. Lors du tremblement de terre, nous avons eu environ 300 000 victimes mortelles, en plus des blessés et des handicapés. Parmi ces 300 000 victimes mortelles, nous estimons à environ 20 000 les professionnels, les cadres que le pays a perdus, tant dans la fonction publique comme dans le secteur privé. Donc, il y a eu premièrement la fuite de cerveau et deuxièmement les victimes du tremblement de terre. Donc, Haïti doit puiser à nouveau dans sa diaspora pour remettre ce pays sur ses rails. Et ce n'est pas une question de déplacer nos gens qui sont restés, qui sont toujours en Haïti et qui, même dans les conditions les plus extrêmes, eh bien, travaillent, vivent pour que ce pays tienne debout. Non, on ne va pas déplacer personne, on ne va pas prendre le travail de personne, sinon le pays a besoin de cadres professionnels pour se relancer. Alors, et c'est un programme de rapatriement de cadres qui va tenir compte de ce que nous avons déjà en Haïti, et c'est pour cela que le ministère des Haïtiens via l'étranger a pensé à mettre sur pied une base de données de compétences. Cette base de données de compétences haïtienne en diaspora sera à la disposition de l'État haïtien, de la nation haïtienne,
dans des secteurs où on a réellement besoin de ces cadres professionnels. Et alors, on devrait en Haïti travailler sur une liste dans chaque ministère pour savoir exactement, et au ministère des Finances, au ministère des Affaires sociales, au MAV, quels sont les cadres dont nous avons besoin et que nous ne trouvons pas sur le terrain même. Donc c'est à partir de là qu'on fera appel à la diaspora. Et en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, eh bien, on a besoin de cet argent, des fonds qui sont transférés en Haïti. Mais comme je le disais tout à l'heure, ces fonds vont à l'économie domestique. Il faut chercher la bonne formule pour qu'une partie de ces 2 milliards soit utilisée dans des programmes de développement. Vous vous rappelez probablement, et certains d'entre vous ici, d'une initiative d'il y a peut-être une vingtaine d'années qui s'appelait le VOAM, Voya Haïti Monté, bon, qui s'est terminé, comme vous le savez déjà, en queue de poisson. Mais pour moi, et j'insiste à le dire, ça a été quand même une initiative positive. Il y a des leçons à tirer de ce VOAM. Il faut voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais dans le fond, les objectifs définis pour le VOAM étaient nobles, étaient justes, étaient légitimes. Donc, on est en contact, et là, il faut le dire, qu'on attend de vous vos réactions autour de ça. Et on est en contact avec certains économistes de la diaspora haïtienne du Canada. Je dois participer les 20 et 21 de ce mois à la deuxième partie du colloque du GRAN. Le GRAN, c'est un groupe de réflexion sur la reconstruction qui a été monté par l'ingénieur Samuel Pierre, une personnalité notoire de la communauté haïtienne du Canada, et pour voir quelle serait la bonne formule pour utiliser une partie des fonds, des transferts, surtout qu'il faut tenir compte que du pays d'origine de l'envoi, le pays d'envoi, et notre pays comme pays récepteur, il y a une perception d'impôts, de taxes qui se fait sur chaque opération, sur chaque transaction de transfert d'argent. Donc, c'est là que nous devons voir avec les gouvernements et avec les agences de transfert. J'ai eu ce midi une réunion avec le directeur de l'Organisation internationale pour la migration, qui est un organe spécialisé du dossier migratoire, et le directeur, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est l'ancien ambassadeur en Haïti, l'ancien ambassadeur Swing. Et il nous disait, aux chargés d'affaires et à moi, et les membres de l'équipe de la mission qui nous accompagnent à cette réunion, qu'il a demandé formellement, en tant qu'institution internationale, aux maisons de transfert de réduire le coût des transferts. Donc ça, c'est le Western Union. Oui. Ça, spécialement pour ça. Oui, bon, il y a... Les autres ne demandent pas autant. Oui. Le Western Union, parce que l'année dernière, il y a une réunion, donc à Mérin, Forum de Mérin, où ils en ont parlé. Bon, dommage, je n'ai pas pris un petit carnet pour voir le nombre d'argent, effectivement, que Western Union prend sur chaque envoi. Effectivement. Ça oscille, le coût oscille entre 8 et 12%. Bon, probablement, Western Union est le pourcentage le plus élevé. Mais les études qui ont été faites autour du coût des transferts déterminent que ce coût oscille entre 8 et 12%. Il y a, pour donner une réponse à cette situation, il y a quand même certaines initiatives, comme le Fonds Causé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Fonds Causé. Fonds Causé, c'est une sorte de coopérative qui a une présence importante dans les zones rurales en Haïti. Et c'est une sorte d'agence financière qui fait aussi des transferts qui reçoit en Haïti. Ils ont des bureaux un petit peu partout. Moi-même, j'ai été visiter la Gonave il y a seulement une semaine, moins de 2 semaines. J'ai été visiter la Gonave. J'ai été visiter 2 projets de la diaspora à la Gonave. Parce que pour nous, il est important au ministère de faire
on est en train de fabriquer une carte de l'action menée en Haïti par la diaspora, de la présence de la diaspora en termes d'action de co-développement. Donc, j'ai été invité par des membres de la diaspora des États-Unis et qui font un excellent travail à la Gonave, et j'ai été surpris de voir une succursale de fonds causés à la Gonave. Donc, ils sont présents, et c'est l'une des initiatives qui ont été prises pour réduire un petit peu le coût des transferts. En résumé, si je veux laisser un message pour cette réunion de cet après-midi, juste pour donner lieu à un échange au lieu de ce monologue que je fais jusqu'à présent. En résumé, j'aimerais insister sur 3 choses. La première chose, c'est que au ministère et durant cette gestion, c'est une gestion très courte jusqu'en février 2011, nous voulons changer le mode de fonctionnement, nous voulons renforcer nos rapports avec vous. Et moi, en tant que membre de la diaspora, j'aimerais que vous me voyiez non avec cette perception d'un acteur politique que nous avons de façon habituelle en Haïti, et c'est que j'aimerais que vous me voyiez beaucoup plus comme un membre de la diaspora qui passe un petit temps à la tête de ce ministère. Je ne suis pas un acteur politique partisan, j'ai une fonction politique, mais je ne suis pas un acteur politique partisan. Je ne suis pas membre d'aucun parti politique et je n'ai aucune aspiration politique. Je suis au cabinet ministériel en tant que représentant de la diaspora, en attendant que la diaspora ait une représentation parlementaire. Donc, excusez-moi, vous avez été nommé après le séisme ou bien non, avant. J'ai été nommé à partir de l'arrivée au pouvoir, à partir du changement de pouvoir qui a été fait en novembre de l'année dernière avec la nouvelle administration Bellerive-Préval, en novembre de l'année dernière. Donc, et ça c'est important pour moi, parce que je sais et qu'il y a toujours cette méfiance face aux hommes politiques, et face aux hommes politiques haïtiens, eh bien, je vous dis tout carrément, moi je ne suis pas un homme politique partisan, hein, si vous voulez, cette termination. vous essayez de vous donner un petit coup de main? Oui, non, je fais mon travail en tant que ministre de la diaspora, et tout en restant solidaire au gouvernement. Mais je ne suis pas un acteur politique avec des intérêts politiques sur le terrain en Haïti. Hein, et ça, je veux que cela soit clair. C'est-à-dire que je sais que déjà avant le 12 janvier, les institutions haïtiennes manquaient de cadre. Et après le 12 janvier, c'est devenu encore plus flagrant. Maintenant, il faut s'assurer, vous avez dit qu'il y avait un problème, mais avant de faire revenir le cadre aux Haïtiens, je ne parle pas des investissements dans des projets, je parle de cadre. Il faut être sûr que l'on puisse les payer. Je vais vous donner mon exemple. Moi, j'ai travaillé pendant 8 mois au cabinet du ministre de la Culture, 2007-2008. Eh bien, l'État haïtien me doit toujours de l'argent et j'ai accepté de travailler au salaire moitié de ce que je prenais d'habitude comme consultant des organisations internationales. Je l'ai fait pour mon pays. Mais si en plus l'État, et je sais que même le Premier ministre est gêné par cette chose, parce qu'il voudrait m'utiliser, il m'a conseillé d'accepter le travail ici, moi je culpabilise de travailler à Genève au lieu de travailler en Haïti. Mais si on va qu'à payer. Alors il faut être sûr, parce que toute la diaspora est payée, les salaires, on connaît les salaires. Les salaires du ministre, moi je sais combien c'est. Ouais. Bon, avec ça, nous tous c'est plus passé. Tout le monde là, c'est plus passé. Donc ça c'est un gros problème quand même, avant de faire revenir les gens. Ouais. Il y a madame, ensuite il y a... Moi j'arrive à Moyen, il y a le ministère des Haïtiens qui va aller voir. Bon, je suis 250 fois haïtienne. Bon. Peut-être, il faut...
vous avez évoqué les taxes. Ce serait très bien, je ne suis pas une femme d'affaires, mais ce serait très judicieux que par ces transferts-là, justement, on puisse prélever certaines taxes de manière que vous perceviez de l'argent. Mais je m'appelle Vorde, je suis haïtienne depuis l'esclavage. Okay. Il y a eu 2-3 blancs qui ont traversé par là, mais je suis haïtienne. Et fière de l'être. Néanmoins, j'ai eu l'idée de me marier à un Suisse dont je suis divorcée. Et je suis toujours apatride. Je n'ai pas de passeport haïtien. Bon, j'ai fait comme ça il y a quelques années, je l'ai eu, mais je ne suis rentré pas avec la queue était trop longue. Surtout qu'il faut que je la renouvelle. Et on veut bien. Tous ces gens qui sont là sont impliqués dans les projets. Et il y a beaucoup que vous ne savez même pas en Haïti. Personnellement, j'ai l'ami de l'ami qui a donné 8 millions pour un hôpital, dans la plus grande discrétion. Il y en a une autre qui vient de donner 1 million, je ne peux pas citer pourquoi, je les aide aussi. Et ces gens ont peur même de s'identifier. Il est haïtien de père, celui qui a fait ça, et c'est là. La fondation est née, un trader très important, il a pu ramasser ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore confiance dans ces ministères-là. Moi, vous m'inspirez confiance, je vous jure. Alors, je vous en remercie. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais il faudrait aussi que les Haïtiens ici et ailleurs, cette confiance si longue, qu'ils puissent s'identifier auprès de votre ministère. Voilà, monsieur un tel, Tartampion, marié, madame, voilà, haïtien, haïtienne, de manière que vous ayez une trace de nous. Et c'est ça aussi parce que vous ne savez pas qui nous sommes. Voilà, c'est ça. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Non, merci à vous, madame. Monsieur le ministre, merci encore pour cette initiative de voir que vous voulez renforcer le lien entre les Haïtiens et puis le ministère. Peut-être juste pour revenir sur l'importance de la diaspora, vous avez mentionné ce chiffre de 2 milliards que d'autres estiment au double. Parce que quand on compte aussi des initiatives prises, par exemple des Haïtiens qui construisent des maisons en Haïti, dont le loyer en fait sert uniquement à aider la famille qui reste sur place, etc. Donc d'autres gens pensent qu'il y a en fait, quand on estime la contribution de la diaspora au double de ce chiffre que vous avez mentionné. Mais juste pour donner une importance de la part de cette diaspora, c'est juste de comparer par rapport à l'aide internationale d'Haïti. L'aide internationale qu'Haïti reçoit de l'étranger, grosso modo, ça avoisine à peu près 150 millions de dollars par année. Donc quand vous voyez dans la balance, entre 150 millions de dollars reçus de toute la communauté internationale et entre 2 et 4 milliards de dollars reçus de la diaspora, donc on voit qu'il n'y a pas photo. Donc il y a ce point-là. Le deuxième aspect maintenant, c'est mentionner de ce problème de manque de ressources. C'est vrai, avant le séisme, il y avait déjà un manque de cadres haïtiens. Donc beaucoup sont déjà à l'étranger. Après le séisme, il y en a aussi beaucoup qui sont partis aussi. Maintenant, il y a une pénurie de médecins haïtiens en Haïti. C'est horrible à voir. Donc j'étais en Haïti il y a 3 semaines encore. Et c'est horrible à voir donc, le manque de cadres, de professionnels haïtiens qui sont sur place. Madame a mentionné le problème du salaire. Moi, je crois que c'est un problème qui est important, mais peut-être c'est pas par là qu'on devrait commencer. Je pense peut-être qu'il y a d'autres conditions cadres qu'il faudrait peut-être instaurer pour la communauté haïtienne qui vit à l'étranger, parce que les gens, ils adorent Haïti, ils font beaucoup pour Haïti, mais ils reçoivent rien en retour. Quand ils reçoivent rien en retour, je prends déjà le premier problème, le problème de la double nationalité, qui est un problème qui est récurrent, qui est un problème qui existe depuis très longtemps. On a eu plusieurs ministres, on a entendu même président qui a fait des propositions, etc. À l'heure actuelle, on ne sait pas où est-ce qu'on en est exactement. Peut-être que vous pouvez nous éclaircir sur ce point, parce qu'on a entendu qu'il y a eu une loi qui devrait être votée, etc. Par contre, on n'a jamais eu le temps de finir ce dossier, mais on voit quand même, on a tout de suite le temps de prolonger le mandat des officiels. C'est des choses comme ça qui arrivent. On voit vraiment que le pays tourne parfois dans une direction qu'on ne tourne pas. Juste pour revenir à ma question maintenant. Ma question, elle est la suivante. Ces conditions cadres que vous pouvez mettre en place, par exemple, déjà cette histoire de double nationalité qu'il faut l'éclaircir complètement. Ensuite, maintenant, permettre à des Haïtiens de faire des investissements directs dans certains secteurs. Vous avez mentionné le tourisme, mais il y a encore d'autres secteurs, par exemple au niveau des infrastructures, etc. Donc tous ces domaines-là qui sont justement disponibles pour des investissements, que les Haïtiens qui sont de l'extérieur, qui ont le savoir, qui ont l'argent, qui peuvent vraiment aider le pays. Il faut bien se comprendre d'une chose, c'est que tous les milliards qui sont promis à Haïti, on a entendu 9 milliards, 10 milliards, etc. Moi, je suis très sceptique.
Je pense qu'il n'y aura peut-être même pas 10% de cette somme qui sera vraiment allouée pour plusieurs raisons. La première, malgré tout ce qu'on entend, c'est qu'il y a un terrible manque de confiance au sein des officiels haïtiens. Je parle de la communauté internationale maintenant. Le deuxième problème, c'est que ces pays qui ont promis de donner beaucoup d'argent, ces pays maintenant se trouvent au bord de la faillite aussi. Donc ces pays ont pas mal de problèmes aussi chez eux. Et puis le troisième point, c'est qu'il faut aussi ce qu'on appelle une capacité d'absorption de l'aide. C'est-à-dire que le pays ait un certain nombre de projets, que quand l'argent arrive, on sait très bien voilà où ça va exactement. Donc cette capacité d'absorption, actuellement, on ne l'a pas. Ce qui fait que quand on cumule tous ces handicaps, je suis assez sceptique par rapport à l'aide internationale qu'on croit qu'il va venir pour reconstruire Haïti. Donc s'il y aura une aide, si Haïti va être reconstruite, elle viendra uniquement de la diaspora. Il faut vraiment qu'on soit clair sur ce point, c'est ça. Uniquement de la diaspora haïtienne que c'est vrai. Et puis, juste pour terminer mon intervention, je prends juste l'exemple des promesses qui ont été faites il y a 2-3 ans en arrière, quand il y a eu les cyclones, etc. On s'en souvient, Gonaïve, etc. Quand on regarde la somme qui a été promise, et cette somme était de loin inférieure par rapport à cette somme qui est promise, les 9 milliards, 10 milliards qui viennent d'être promises là à New York, or de cette somme-là, à peine 20 et 25% qui ont été vraiment alloués. Donc ne se faisons pas d'illusions, on n'en aura pas ces 10 milliards, c'est clair, on doit compter uniquement sur la diaspora. On va commencer par la question de la sécurité. Je vais partager avec vous mon expérience personnelle. Comme je le disais au commencement, je vivais en République dominicaine, donc j'ai pratiquement rien en Haïti. Et lorsque j'ai été nommé, c'est mon grand frère, qui est le directeur des affaires juridiques à la BRH, qui a sa maison, et derrière la maison, il a un annexe, totalement indépendant. Donc, je me suis dit, bon, alors Doudou, on m'appelle Doudou chez moi, et pas besoin de l'enlocaille, donc ma bonne espace là derrière. C'est à la rue Michel-Oreste, une zone un petit peu populaire, tout près cimetière. Et puis, bon, certains amis à Port-au-Prince m'ont dit, ah mon cher, son ministre, et bah, un petit gens difficile pour vivre dans une zone ça. Bah, comprenez, hein, monsieur. Bon, moi-même, j'ai pas aucun problème. Mon frère m'a offert l'espace, et d'ailleurs, lorsque j'ai été nommé, le gouvernement était en place pour 15 mois. Donc on connaît son job pour un bout de temps. Donc, ce n'est pas nécessaire d'aller faire un investissement ou bien à le payer en zone qui pichait. D'ailleurs, c'était gratuit. Donc, je vivais chez mon frère, à la rue Michel-Oreste, jusqu'au 13 janvier. Et le 13 janvier, dans la nuit du 12, après 3 heures de temps pour retirer des gens sous les décombres, moi, même si je suis là, je peux témoigner que Dieu est présent, hein, Dieu est vivant. Bon, même lorsque Dieu est aussi vivant pour ceux qui ont péri. C'est parce que Dieu a un plan pour ceux qui ont péri et pour ceux qui sont restés vivants. Vers 5 heures du matin, le 13, et c'est un ami commun à Guy et moi, et que peut-être vous connaissez, Yves-Marie Chanel, qui est un ancien journaliste et qui maintenant tient une firme de relations publiques à succès et à Port-au-Prince. C'est Yves-Marie, après être passé en face du ministère à Turgeau et voir les conditions dans lesquelles se trouve l'édifice qui est tombé, donc il s'est dit que je dois aller voir qu'est-ce qui s'est passé avec Edwin, avec moi. Donc il est allé chez mon frère, il m'a rencontré, dogma, il m'a gonflé. D'ailleurs, M. Dim, il était doué prendre photo ça pour l'histoire. Il a rencontré le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Cap Domi Soundra, avec les habitants du quartier de Michel-Oreste. C'est lui qui m'a réveillé et c'est lui qui maintenant, vu les conditions, m'a offert un espace chez lui à Fermat. Donc je vis à Fermat depuis le 13 parce que Fermat n'a pas été affecté. Quel est mon problème à Fermat? Mon chauffeur, le chauffeur du MAV,
vit à la plaine. Donc, je ne peux pas demander un chauffeur venir chercher à 7 h du matin pour me descendre la ville, pour me arriver à 8 h au travail. Il faut que monsieur t'a sorti de la plaine à 5 h 30 du matin pour le joindre façon pour le arriver faire mat. Donc, c'est moi, je suis mon propre chauffeur, moi saute faire mat chaque matin tranquillement, moi descendre la ville, et l'homme descend la ville d'ailleurs, après le 13, pas un chauffeur, pas une sécurité, pas rien. Donc, l'homme descend la ville, là-bas il a commencé plus ou moins rentrer dans l'ordre. Donc, c'est l'homme besoin pour des obligations réellement protocolaires que moi demande des chauffeurs, mais pas un problème, moi là, viens prendre, ou bien l'un des policiers auquel j'ai droit. Donc, c'est pour des bagages hautement protocolaires. Ceci pour vous dire que Port-au-Prince n'est pas la ville violente que nous avons connue il y a quelques années pour des raisons politiques. C'est plus cette ville violente, cette ville de violence politique. Et on a effectivement un niveau de criminalité, d'ailleurs qui est à un niveau très très moindre en comparaison aux autres capitales de la zone de l'Amérique latine. Si vous comparez Port-au-Prince à Keystone ou à Colombie, on voit que Bagala est beaucoup plus grave. La question de la sécurité, on doit effectivement on doit prendre ses propres précautions. Et bon, vous connaissez des zones à risque dans toutes les capitales du monde. Et il y a des précautions personnelles à prendre lorsqu'on est en ville. Et même à New York, ou bien qu'on est dans d'autres capitales du monde. Et donc, je peux vous donner, chers amis, cette garantie, cette assurance que vous pouvez aller sans problème en Haïti. Ça ne veut pas dire que pas qu'un crime qui a fait contre le monde de la diaspora et contre n'importe quel citoyen haïtien, mais on ne peut pas dire que c'est normal, mais ça rentre dans les statistiques des grandes villes. Port-au-Prince reste une capitale et on a un petit problème de criminalité, une question de drogue, des bagues. Donc, j'aimerais qu'on commence en diaspora à changer cette perception de violence grave dans la ville de Port-au-Prince. Jusqu'à présent, moi sans sécurité, moi sans chauffeur, c'est moi qui conduis machine. Ah oui, jusqu'à présent. Ouais. Ah oui, moi-même qui viens en Dominicanie, la situation actuellement en République dominicaine est beaucoup plus grave. Avec la pénétration du narcotrafic dans tous les niveaux, et en République dominicaine, cas qui fait à Haïna, il y a un ami qui me parlait de Haïna tout à l'heure, le journaliste, M. Guin n'est pas là, mais à Haïna, on a eu un cas similaire au cas qui s'enregistre au Mexique, de tuer 8 personnes en même temps, non opération de narcotrafic. 8 personnes en même temps. Donc, et ces cas se poursuivent. Pour intervenir sur la question du salaire et pour les membres de la diaspora, c'est ce qu'on allait faire avec les fonds de 15 millions de la BID. Donc, effectivement, pour inciter nos amis de la diaspora à revenir en Haïti, on doit comprendre en Haïti que mesdames et messieurs en diaspora atteignent un certain confort, un certain niveau de vie, et que effectivement, il faut qu'on minimum quand même à garantir pour eux. Leur fin vivent à Genève ou bien en Europe pendant 20 ans, pendant 15 ans, avec un transport public organisé. Un transport public organisé, je ne connais pas comme on va à Genève, mais je pense que c'est organisé. C'est pas organisé? Très organisé. Bon, oui, il y a les tap-tap, bon, bien sûr, il y a les tap-tap, mais peut-être qu'on n'a pas assez de tap-tap et que, bon, Mounio, il a senti coincé dans les tap-tap, des bails comme ça. Donc, et même lorsqu'on coincé tout dans les trains à New York, vous comprenez? Mais de toute façon, la réalité nous dit qu'il faut peut-être mettre à la disposition de ces cadres professionnels qui retournent au pays, et en bus dignité, bon, qu'elle cherche au lacaillot, des bails comme ça, mieux organiser la chose. C'est juste un exemple. Hein.
en ce qui a trait à certaines facilités qu'il faut offrir. La question du logement. La question du logement, eh bien, mais trouver un logement actuellement à Port-au-Prince, son casse-tête chinois. Hein, son casse-tête chinois. Nous autres, pour relocaliser le ministère, eh bien, on a passé 3 mois pour trouver un local pour relocaliser le ministère. Ça n'a pas été facile. Et avec cette présence massive de la communauté internationale en Haïti, des ONG qui ont payé 1 an de loyer en dollars américains. Donc, ça a fait augmenter le loyer en Haïti. Alors, pour des gens qui veulent venir, c'est difficile pour trouver un logement. Donc, on pourrait commencer par la construction de logements, par la construction de logements pour les gens de tous les niveaux sociaux. Mais on pourrait penser à faciliter des logements au cadre professionnel de la diaspora. Et en ce qui a trait à la question de la confiance qu'il faut établir avec les gens de la diaspora, eh bien, votre ministre est doublé du prêtre. Donc, et c'est sur cela que pardon? C'est pas un bon exemple. Bon, pas de problème. Je retire ça. Bon, aucun problème. Aucun problème. Mais c'est tout simplement pour vous dire tout simplement pour vous dire que au ministère, on essaie de faire les choses différemment. Et s'il y a quelqu'un qui veut que sa contribution soit gérée avec une certaine discrétion et que sa contribution, eh bien, qu'elle soit assurée, cette personne, que la contribution sera gérée avec transparence et tout ça, je peux vous donner toutes les garanties qu'il y a des dispositions qui se prennent au ministère pour assurer, pour donner toutes les assurances à la diaspora. Alors, j'ai quelque chose d'autre que je voulais souligner sur la question de la double nationalité. Vous me permettez? La question de la double nationalité. Bon, oui, c'est un dossier important pour nous de la diaspora. C'est un dossier important. Et m'a dit là, tu as souhaité que ça passe aussi dans la presse ni dans les micros qui sont enregistrés. Non, oui, bon, même le petit créole et les cassoutis. Et l'homme rivé au MAV, il y a 2 dossiers sur le plan politique qui étaient importants. C'est la double nationalité et le vote des Haïtiens de la diaspora. Alors, la question du vote, c'est que moi, j'ai participé à Miami, le congrès de l'unité de la diaspora. Je ne sais pas si la communauté haïtienne de Genève est invitée, mais c'est quelqu'un, son figure très connu de la communauté haïtienne de New Jersey, c'est le docteur Bernier Loredan qui prend initiative, lui-même la dirigeant un organisme qui est de Haitian League. Donc, il a organisé à Miami la 2e édition de Bagay Saha et Congrès de l'Unité. Alors, dans le Congrès de l'Unité, nous avons représenté la communauté haïtienne de la République dominicaine avec un autre ami et nous avons présenté une résolution à la plénière pour le vote des Haïtiens pour les prochaines élections. Résolution, ça a été approuvé par la plénière, donc, et c'était en août 2009, en août 2009. Donc, en tant que simple représentant de la communauté haïtienne, nous présentons résolution ça. Approuvé par la plénière, l'homme retourné à Santo Domingo, côté M'Tap Vive, donc, dans la junte centrale électorale dominicaine pour faire des consultations. Parce que les Dominicains, ils ont gagné le vote des Dominicains de l'extérieur, ça fait déjà 2 ou 3 mandats présidentiels. Donc, nous avons besoin de voir comment on fait et puis, avec ce matériel, avec des propositions claires, mal en Haïti, mal au ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, à notre ministère. Je connais que c'est là pour me commencer. Donc, j'ai rencontré mon prédécesseur, le ministre Maniga, avec son chef de cabinet Jean-Robert Vaval. On a travaillé en 3 sessions et puis nous monter rapidement un document sur
sur une réforme à la loi électorale permettant l'inclusion des Haïtiens de l'étranger pour leur participation. Donc, ça nous va se souligner. Le document a été remis. Alors là, ça me pas comme même dans le ministère, non. Le document a été remis et à la primature, à la présidence. Moi-même, je ne sais pas que 3 mois après, je t'ai pour mal diriger et boîte là. Donc, l'homme arrivé, donc j'ai ressorti ce document. Moi, commencé à faire le lobby qu'il faut avec les acteurs politiques, avec les décideurs politiques. Et même jusqu'à présent, on a fait une bataille toujours. Bataille a continué. Et bataille là doit continuer avec vous autres. Pour la double nationalité, si nous avons gagné les élections législatives et municipales en janvier comme prévu, février, et ça c'était déjà résolu. Et c'est pour ça que je me dit, je ne vais pas enregistrer là, parce que m'obliger faire le lobby politique et faire des négociations politiques, même faire des alliances politiques pour m'assurer des votes de certains parlementaires et de la nouvelle législature. C'est-à-dire que c'est fait des petits investissements, inviter les gens dans des déjeuners, mais mesdames et tout, dans des déjeuners, dans des dîners, et parler avec eux, et puis compromettre eux, engager eux pour leur vote. Bon, alors, dans certains cas, et en échange de petits appuis logistiques, et peut-être, on voit comment Mavla t'a imprimé quelques affiches pour nous, et bien comme ça, c'est le jeu politique. Donc, on avait obtenu le nombre de votes qu'il fallait, et jusqu'à présent, moi, quoi que monde ça a disposé. À n'importe qui l'heure. Et on a la nouvelle législature pour voter pour la double nationalité. C'est quelque chose de pratiquement acquise. Pardon? C'est caduc maintenant. Oh non, pour la nouvelle législature, je dis bien, pour la nouvelle législature. Oui, parce que nous avons une situation conjoncturelle, mais ça ne va pas être comme ça tout le temps. Et nous allons gagner les élections, donc il faut une nouvelle législature. Donc, mais ce sont les mêmes candidats qui vont apparaître. D'ailleurs, ça c'est un problème grave. Je partage ça avec vous. C'est un problème grave, surtout au niveau de la présidence. C'est les mêmes acteurs d'il y a 20 ans qui peuvent remettre un pays et puis c'est même Nexayo qui a besoin de reparaître. Nous ne pouvons pas rentrer dans la discussion politique, nous ne pouvons pas sortir là. Oui, modérateur, je vous donne la parole. Donc on va prendre 4 personnes. Il y a, voilà, monsieur. Pardon? Après on va. Moi, j'ai écouté votre discours avec beaucoup d'assiduité et beaucoup d'intérêt pour le pays, et aussi les débats de mes compatriotes, mes confrères ici présents. Mais je pense que là, pour faire juste une brève parenthèse, donc je pense qu'il va falloir attendre 4 ans maintenant pour poser des questions à la nouvelle législation pour ce problème de double nationalité qui est très important pour nous. Moi, j'ai toujours tendance à poser cette question, est-ce qu'on est sûr et certain que le pays a toujours été gouverné selon la Constitution de 1987? Parce que moi, j'ai pris beaucoup de temps, avant de partir ici, je suis parti avec la Constitution, avec l'histoire d'Haïti, tout. Je me suis bien approvisionné tout le pays pour venir. Avant de venir ici, j'ai lu beaucoup la Constitution, j'ai passé les nuits à lire. Mais je vois qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait nous poser la question. On dit souvent qu'on est libre, qu'on est indépendant, mais je ne le sens pas vraiment dans les gouvernements, donc que ce soit ce gouvernement, que ce soit les gouvernements précédents, que ce soit les gouvernements passés. Donc je ne voyais pas souvent. Moi, ma question, c'était juste... Et là, on a beaucoup d'associations ici, sur Genève, en tant que politique et conventionnellement neutre par rapport à l'article 60 du Code civil suisse, de la législation suisse. On est politiquement et conventionnellement neutre. On ne fait pas de politique ici. Mais par rapport au pays, donc dans la Constitution de 1989, donc l'article 31 du secteur E de liberté de réunion de l'association en Haïti, dit que la liberté d'association et de réunion sans armes à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles, en toute autre fin pacifique est garantie par l'État. Donc ça, j'ai pris textuellement ce qui est écrit dans la Constitution de 1987. Moi, je demande quelle garantie qu'on a, une fois on envoie les fonds là-bas, que ça ne va pas dériver sur des aspects
politique personnelle. Et deuxièmement aussi, donc pour faire une grande ouverture sur ce débat, que je me demande aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler au pays, parce qu'on a un problème que j'ai pu, peut-être moi-même j'ai pu faire le constat. Les Haïtiens étaient les premiers à être sur les lieux après le séisme. On était les premiers, on est solidaires. Qu'on le veuille ou non, on est solidaires. Mais on a un problème de politique qui impose une sorte de peur. Je ne sais pas, donc les Haïtiens, entre nous, on s'entretue entre nous. Pas avec l'étranger, pas avec le blanc, pas avec... Mais nous, notre propre frère, notre propre race, on n'arrive pas à collaborer. On n'arrive pas à s'entendre. On n'arrive pas à s'entendre. Et moi, je demande aussi, donc sur ce point, est-ce que c'était pas là de faire un travail? Parce que quand j'ai écouté le discours de son Excellence M. Préval, qui parlait de la paix et de la réconciliation lors de son investiture, donc moi j'ai pu comprendre que là, il y a un travail à faire dessus sur la Constitution par ici. Donc sans entrer dans les détails techniques que vous connaissez. Et puis après, au point de vue culturel, moi je me demande aussi, en tant que ministre, quelle mission, quelle vision avez-vous auprès de la mission ici en Suisse pour le côté culturel? Parce que nous, ils aimeraient bien nous aider ici, qu'on arrive à la mission. Mais qu'on arrive aussi, on sent qu'il y a une manque, qu'il y a une faille, qu'il y a quelque chose, soit il faut attendre la France, soit il faut attendre Haïti. Donc on n'est pas autonome ici. Donc moi, ma question elle est simple. Donc si vous pouvez dire, parce que quel crédit qu'on va faire dans tout ce boissage, quel crédit qu'on va faire donc pour arriver à débloquer cette situation. Donc, en point de vue culturel ici. On va prendre une pause à des maisons. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Je vous remercie pour ce déplacement et aussi pour votre intervention. Et ma question, en fait, avant la question, c'est, j'aimerais bien dire, tout ce que vous venez de raconter, d'expliquer là, je pense que c'est votre vision jusqu'au 12 février, vous avez dit, ou 13 mai. 13 février. Donc, étant donné qu'on sait qu'en Haïti, il n'y a pas de suivi dans les dossiers, et tout ce que vous dites là, c'est joli. En tout cas, j'ai beaucoup de confiance, comme a dit Madame tout à l'heure, dans vos propos. Et le problème encore là, qui me chatouille un petit peu, c'est pour dire que, est-ce que ce ministère sera toujours gouverné ou dirigé par quelqu'un de la diaspora qui connaît en fait le problème de la diaspora, ou ce sera quelqu'un je sais pas, des députés ou des sénateurs, ou quelqu'un qui peut faire rentrer de l'argent dans ce ministère? Comment on peut s'assurer que ce ministère va être toujours enfin, il y aura toujours quelqu'un de la diaspora qui dirige ce ministère? Alors, il faut parler fort. Il faut parler fort. Pour que tout le monde entende. En fait, il y a ces mots liés aussi. Bon, là, depuis tout à l'heure, mon envie d'entendre un petit créole, mais je m'entendais, bon, pas j'entendais. En fait, mon bail, il y a une question, même des questions, qui toujours a traversé, pour lesquelles jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce que c'est ça passé, c'est un monde qui était toujours préoccupé des situations haïtiennes non, sur place, côté que l'État n'a pas aucune forme de mécanisme depuis dans le temps que vous mettez sur place pour, comme tu as dit, pour accepter, valoriser des valeurs de base qui tout à fait des bagailles pour vivre. Par exemple, pour nous plus clair, un pays pas qu'à construire seulement avec des cadres, seulement avec des universitaires. Ça, t'oublies. Mais en Haïti, depuis dans le temps, on a cette tendance à, même dit son complexe,
à devaloriser les métiers manuels et qui donne une image qu'on gagne un pays plus ou moins crochu. C'est pour ça que moi je toujours dit Haïti faut que j'aime commencer à construire. Ça c'est depuis longtemps ces positions ça. Mais par rapport à la situation qui s'est passée là, je pense que faut l'État rendre compte que main d'œuvre manuelle là, c'est un facteur qui est très important. Même aller plus loin pour nous dire que son problème des sociétés même à résoudre en Haïti. Parce que pendant toute intervention, belle intervention qu'on fait, déjà c'est un autre point que nous n'avons pas tant, qu'on ne pas évoquer. Vous parlez des cadres universitaires, très bien, c'est nous besoin d'eux. D'ailleurs, nous ne pouvons pas un pays sans eux. Mais, qui ça nous mettait en place comme mécanisme pour non seulement drainer cette vaine connaissance extérieure qui est de la diaspora qu'on représentait là, pour aller vers Haïti. Parce que cette main-d'œuvre-là, on ne l'a pas sur place. Ouais, on ne l'a pas sur place, cette main-d'œuvre qualifiée. Tant qu'au niveau construction, etc., en fait, tout ce qui concerne manuel, on n'a pas cette qualité. Et depuis longtemps, ce secteur-là était tellement négligé, oublié, humilié, tout ça, ça permet que, je dis, nous en bon ruine, là, nous ne pouvons pas comprendre comment, par quel côté nous allons commencer et comment nous allons lever. Nous ne pouvons pas mettre confiance nous sur ONG internationale. Or, c'est ça qui voulait passer. Et ONG internationale, c'est toujours des gens qui là pour régler des petites choses plus ou moins administratives, publicitaires, pour faire entrer de l'argent à leur organisation. On a constaté l'autre jour dans une émission sur M6, côté que ONG qui a fait déblayage en Haïti, c'est extraordinaire. On petite chaîne comme ça, on petite galette passée comme ça. C'est pour dire que c'est des gens qui ont passé dans la bêtise. Ok? Mais là, est-ce que nous tirons les leçons sur ça qui s'est passé là pour nous dire, bon, nous allons mettre un vrai politique de formation sur place. Et puis, deuxième bas, je envie de poser, comme nous t'es passé en pile temps sur mon chat et Genève, la société civile là, t'es passé en pile temps sur ça, et jusqu'à présent, la bataille pour toujours. Nous connaissons qui genre de gouvernement accueilli l'idée ça. Parce que ce n'est pas seulement côté financier que nous avons besoin de diaspora, mais nous avons besoin nous en termes d'idées tout. Moi, je viens ici, par exemple, je ne suis pas venu pour me copier de mauvaises choses, pour me toujours dire, pour que ça, au bon chef passe dans le pouvoir, souvent c'est toujours des gens, non seulement qui voyagent, des fois qui vivent à l'étranger, mais en quelque sorte, pour pas qui ça copier, qui vient de l'extérieur pour amener en Haïti. Alors moi, c'est sous base ça, je viens ici, et ça va jamais sortir de tête, travail pour me porter des choses en Haïti. Mais qu'on y a, nous-mêmes, qui sont dans l'État, comment on a fait pour encadrer nous. Premièrement, il y a un bon problème. Diaspora, malgré tout ça, fait, la douane, une politique douanière en Haïti qui est contre la diaspora. Tout ça, nous avons connaît qui ça, nous avons mis sur place pour... Bon, et je vais commencer par le dernier aspect, la question douanière. Nous connaissons que il y a des gens qui bien... français. Il faut me traduire pour... Il faut me traduire pour... Il faut me traduire pour... Moi qui ne suis pas ici, mais il est haïtien par alliance. Il est haïtien par alliance, haïtien de cœur. Oui. Alors bon, si quelqu'un peut aider notre ami dans la traduction. Ok. Mais vous parlez français, tout le monde comprend le français ici. Donc même ceux qui parlent créole, ils comprennent très bien le français aussi. Alors on parle français. Oui, alors comme vous le savez... Oui, comme vous le savez, nous avons deux langues officielles en Haïti, hein, le créole et le français. Et bien souvent, il y a des critiques, il y a de fortes critiques que dans la fonction publique, et particulièrement les acteurs étatiques, les représentants gouvernementaux, utilisent beaucoup plus le français que le créole. Donc, je voudrais bien pouvoir faire l'équilibre dans l'usage des deux langues. Et ça dépend de vous, hein, ça dépend de vous.
On continue en français. Bon, sans problème. Alors, français créole, pour satisfaire tout le monde. Très bien. Et en ce qui a trait à la question douanière, c'est un point un petit peu délicat, je dirais, parce que s'il y a des gens bien intentionnés, à la fois, il y a des gens qui veulent aussi prendre ou libre sur la situation. D'ailleurs, une semaine après ces tragiques événements du 12 janvier, à la douane de Ouanamet, les autorités douanières haïtiennes ont confisqué un conteneur de cellulaires. Donc, ce n'étaient pas des cellulaires destinés à être distribués gratuitement aux gens qui ont perdu leur cellulaire lors du séisme. Donc, il était évident qu'il s'agissait d'une opération à des fins lucratives et commerciales. Donc, la douane a dû serrer boulon avec ça, serrer boulon tout le monde. Et donc, ça a causé quand même certaines difficultés pour les missions humanitaires et pour les envois d'aide humanitaire de la diaspora. On a été conscient, j'ai appelé le directeur de la douane et on a fait une réunion avec la protection civile qui est l'organe de l'État autorisé à gérer la question de l'aide humanitaire. Et donc on a établi un mécanisme. Et jusqu'à présent, si vous passez par ce circuit, et si vous respectez la procédure, il n'y a aucun inconvénient pour que la diaspora puisse faire ses envois d'aide humanitaire. Je ne parle pas seulement pour l'aide humanitaire, c'est la politique douanière même, en général, même avant les séismes. Ouais. Bon, alors peut-être que le plus urgent, c'est la question humanitaire maintenant. Et parce que, bon, nous autres, au MAV, on ne peut pas faire trop de pression sur les autorités douanières en ce qui a trait à leur politique globale et pour les taxes et impôts qu'il faut payer et pour les marchandises ou bien pour les effets que les gens apportent en Haïti ou envoient en Haïti. Ça demande une autre discussion avec les gens de la douane. Pour nous autres, il était beaucoup plus urgent, et je suis conscient, hein, et je comprends votre point de vue, mais dans l'immédiat, on devait pouvoir assurer qu'il y ait une sorte de corridor humanitaire au niveau de la douane pour les envois humanitaires, à des fins humanitaires pour le moins. Donc, un mécanisme a été établi. Si vous envoyez des dons en Haïti pour distribution aux gens victimes du séisme, il faut que le Bill of Lading, il faut que le document de la douane le connaissement soit fait au nom du MAV et de la protection civile. C'est MAV et protection civile. Donc, en ce moment, c'est le MAV et la protection civile qui font le dédouanement. Bien sûr, et si c'est une organisation haïtienne de Genève qui fait cet envoi, et vous avez quelqu'un pour nous accompagner dans le dédouanement, mais nous vous demandons au préalable de nous envoyer la liste, le contenu de ce conteneur. Qu'est-ce que vous avez dans ce conteneur? Le manifeste. On vous demande aussi d'envoyer la liste des bénéficiaires. Où est-ce que vous allez distribuer cette aide humanitaire, ou bien ce don, ou bien ces dons, et des représentants du MAV et de la protection civile, pour le moins, vous accompagnent le jour de la distribution. Pour être sûr, et pour donner la garantie aux autorités douanières et du ministère des Finances que ces effets qui ont été reçus et dont le MAV a offert l'encadrement pour la distribution ont été effectivement distribués aux gens qui en ont besoin. Monsieur le ministre, ouais. On ne prend pas la parole, madame. Je pose une question. Je lui demande l'adresse de l'endroit. Alors, pourquoi je me question? Madame, c'est moi qui suis Yeah. Bon, et pour le MAV,
Pour le MAV, nous sommes maintenant à l'avenue La Martinière, c'est Bois-Vernat numéro 20. Alors, je vais vous en référence que tout le monde connaît. C'est en face au beurre chaud. Ah oui, au beurre chaud. Bon, il n'a pas fonctionné, mais je connais que tout le monde est comme ça. Ou par contre, Port-au-Prince. Ah bon, en tout cas, bon. Et c'est un capois. Oui, bon, comme moi. Bon, c'est un capois comme moi. Et alors, non, il y a des facilités technologiques sur Google Earth. Bon, il n'y a pas qu'on ait Mavla, il n'y a pas qu'on ait que Mavla là. Mais pour savoir où se trouve la Bois-Vernat ou bien Avenue La Martinière, on peut joindre sur Google Earth. D'ailleurs, on peut descendre sur l'ancien local au Berchaud. Ah, d'ici. Bon, d'ici. Mais bon. D'ici, vous pouvez entrer en contact avec la mission, notre mission à Genève. Ah non, bon, je ne savais pas. Il y a toujours le contact C'est pour le témoignage. Je voudrais attirer votre attention. Nous avons un accord avec Sierra Incognita. On doit rendre la salle à 20h30. Et après, on a un pot d'amitié. Du repos. Donc, voici ce qu'on va faire. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Les gens veulent poser d'autres questions. On va autour du pot, on va continuer le débat. D'accord? Je dis merci beaucoup au ministre d'avoir accepté l'invitation, d'avoir accepté de venir discuter, entretenir avec la communauté à Genève, qui a attendu ça depuis longtemps. Je vous en remercie. Je dis merci également à Madame Spinauer d'avoir mis les locaux à notre disposition. Et à vous tous, je vous dis merci d'être venus et pour votre patience, votre esprit d'ouverture et surtout votre discipline. Merci beaucoup. Alors, juste avant de partir, j'ai des cartes de visite disponibles. Je travaille journellement par email et je suis ouvert à recevoir vos messages et à les répondre. Donc il n'y a aucun problème, il y a des cartes disponibles. Ouais, non, merci à vous. Comment ça va?